Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat du dimanche autour de la table. Adam Thiam, du Républicain Etienne Fakaba Sissoko, professeur d'université, Jean Atakiou du 22 septembre et Serge Daniel, journaliste, écrivain. Messieurs, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. La semaine a été marquée sur le continent par la libération du Français Serge Lazarevic après avoir passé 3 ans au Sahel otage des terroristes d'AQMI, une libération qui s'est faite contre celle de plusieurs djihadistes emprisonnés au Mali, ce qui a suscité de nombreuses interrogations à Bamako. Des passages à Paris, le ministre malien de la Justice, Abdoulaye Mohamed Bathily, a confirmé effectivement que 4 djihadistes ont été libérés en échange de l'otage français. Je vous propose de l'écouter. Nous l'avons fait, y compris à l'intérieur, lorsqu'il s'agissait de Maliens, nous l'avons fait de surcroît quand il s'agit des personnes ressortissantes de pays qui sont venus quand même nous aider dans des moments les plus critiques et que ces personnes et leurs autorités se battent pour obtenir la libération des otages. Le Mali ne pouvait que prendre part, pour son honneur même, à tout ce qu'il pouvait faire humainement pour aider à sauver la vie de ces otages-là. Voilà, cette déclaration du ministre malien de la Justice ne semble pas calmer le malaise dans certains milieux politiques maliens. On va y revenir bien sûr, mais Serge Daniel, voilà pourquoi attendre d'aller à Paris pour faire une pareille déclaration. On aurait pu l'entendre ici à Bamako, confirmer que Serge a été libéré en échange, pas vous, Serge Lazarevic, en échange des terroristes emprisonnés au Mali. Oui, je pense que la communication gouvernementale n'a pas fonctionné sur cette affaire-là. On savait qu'il allait être libéré. Ils ont assez bien brouillé les pistes, il faut te le dire. Ils ont fait une indiscrétion organisée par un journal, par un site d'information, mais il fallait peut-être tout de suite avant recevoir les gardiens de prison, puisque parmi les assassins, parmi les terroristes, il y a un qui a assassiné un gardien de prison, Ouadoussen, et organiser la communication gouvernementale par un communiqué, ou par voie, ou ne serait-ce que par l'Office de radio-télévision du Mali, mais malheureusement ça a été à l'étranger. Ce n'est pas une affaire de l'État, c'est une affaire d'État. Et tout à l'heure, j'espère que je pourrai m'exprimer là-dessus. Adam Thiam. Il n'y a pas de doute que la communication du ministre de la Justice n'était pas destinée au public malien, parce que ça a été fait à Paris. Mais le mérite qu'il a, plus que François Hollande, plus que le président du Niger, plus que le ministre des Affaires étrangères du Niger, plus que l'otage, enfin le négociateur nigérien, c'est que le ministre de la Justice a reconnu qu'il y a eu effectivement échange de prisonniers. C'est la première fois que c'est reconnu, mais vraiment de manière officielle. Les messages ne me semblent pas bons, parce que ce n'est pas parce qu'on a libéré des prisonniers maliens, des prisonniers de guerre maliens contre des prisonniers de guerre de la rébellion qu'il fallait libérer Ouadoussen. Ouadoussen est un cas spécifique. Il est l'assassin présumé d'un garde pénitentiaire. Il est aussi le ravisseur présumé de Lazarevic de Verdun, peut-être même leur bourreau indirect, j'allais dire. Je pense effectivement que ce cas-là n'est pas simple et il n'était pas la communication ne suffit pas pour expliquer, justifier sa libération. C'est que ce qui est en cause, c'est la capacité, c'est les droits d'une victime, comme son grand frère Sofara l'avait dit. Jean Atakiou. Moi je pense que le ministre de la Justice n'avait pas le choix de reconnaître que 4 terroristes ont été libérés, parce que la presse malienne en a parlé et l'information persistait. Moi personnellement, j'ai fait un message pour le ministre de la Justice pour lui demander la confirmation de cette libération. C'était le 10. Il était à l'UID. Il m'a répondu par SMS pour dire qu'il s'en tient à ce que le porte-parole du gouvernement a dit. Mais après, j'étais un peu offusqué quand il rentre à Paris rapidement pour confirmer cette information. Alors que nous, ici au Mali, nous lui avons demandé la confirmation. Il n'a pas fait. Bon, très souvent, on accuse la presse malienne de ne pas aller vers l'information, de ne pas chercher à savoir. Mais quand on cherche à savoir, à confirmer,
les portes nous sont fermées. Quand les Serge, Daniel et autres, eux, tapent à la fenêtre, à la porte, elle s'ouvre rapidement. C'est dommage, mais la communication gouvernementale est ainsi faite au Mali. Oui, Étienne, rapidement. Les journalistes peuvent être frustrés de la façon dont la communication s'est passée. Et c'est les populations aujourd'hui qui sont frustrées par cette libération-là. Parce qu'aujourd'hui, libérer des personnes qui ont été responsables de crimes avérés, qui ont été à la base qui sont aujourd'hui un problème pour la sécurité nationale, libérer ces genres de personnes et dans des conditions d'exigence même de la France, moi je crois que c'est honteux. C'est honteux pour le Mali, c'est honteux pour nos autorités de façon générale. Moi, la meilleure façon aujourd'hui aurait été de rencontrer au préalable les familles des victimes, de rencontrer également les syndicats des prisonniers et ensuite leur exposer la situation et leur demander de faire ce sacrifice-là. Et c'est en ce moment qu'ils soient d'accord avec le gouvernement ou pas, c'est en ce moment qu'on aurait pu procéder à la libération. Mais que l'on entende par voie de presse que ces gens ont été libérés et dans ces conditions-là, et il y a même des versions différentes quand on écoute Serge Larivite lui-même s'exprimer sur les ondes, il dit que c'est des rançons qui ont été versées. Et quand on écoute le gouvernement nous dit non, c'est eux qui ont donné en contrepartie de cette libération. Et le Quai d'Orsay également a sa propre version. L'un n'exclut pas l'autre. Donc aujourd'hui, je crois que on n'a pas fini encore de sortir de cette misère-là, on n'a pas fini encore de sortir de la souffrance, parce que, encore une fois de plus, nous avons des autorités qui n'ont que faire de l'avis des populations, qui n'ont que faire de ce que nous pouvons ressentir face à des situations comme ça. Serge qui voudrait réagir. Oui, ce n'est pas rapidement pour Chahana Takou, contrairement à toi, je n'ai pas le numéro du ministre de la Justice. Le numéro de téléphone, je ne l'ai pas. Voilà, ça c'est ton problème. Mais il a votre numéro. Mais c'est pour te mettre à l'aise, donc tu as plus de contact avec le ministre de la Justice que moi. Voilà. Ensuite, ce n'est pas la première fois qu'on libère des terroristes au Mali. Je vous dis, Oumar Sahlaoui, vous vous souvenez, il avait enlevé des otages espagnols en Mauritanie. Il a été arrêté en Mauritanie, c'est-à-dire il a été enlevé du Mali en Mauritanie, il a été jugé, condamné, il a été renvoyé, extradé au Mali. Le Mali l'a extradé à l'époque au Burkina Faso, le Burkina Faso qui négociait la libération des otages espagnols. Et le Burkina Faso l'a ramené dans le nord du Mali pour obtenir la libération des États. Belkacem Zaoudi, c'est un terroriste algérien. Il a été libéré sur le territoire malien pour obtenir la libération de certains otages. Mais cette fois-ci, ça a choqué essentiellement parce que l'un des terroristes était quand même assassin d'un gardien de prison. Donc, le gouvernement s'est exprimé officiellement. C'est peut-être le principal organisateur d'enlèvement de Serge Larivite. Le gouvernement s'est exprimé librement, les partis politiques librement, mais je pense que cette fois-ci, ça doit être la dernière fois qu'on devait pouvoir libérer des otages, qu'on pouvait libérer des terroristes pour pouvoir libérer des terroristes. Quand vous libérez des terroristes pour libérer des otages, vous libérez des terroristes, vous mettez encore la vie de milliers de personnes en danger. Et ça, c'est vrai. Pour terminer, on parle des terroristes libérés. Mais à côté des terroristes libérés, il y a également une rançon qui a été payée. Donc, vous payez des rançons pour libérer des otages, pour faire libérer des otages. Les rançons permettent aux terroristes de se développer. Il faut savoir ce que l'on veut si on veut vraiment lutter contre le terrorisme. Des pays comme les États-Unis d'Amérique ou la Grande-Bretagne ne payent pas de rançon. Oui, Chana. Oui, moi je dis que c'est vrai, il y a eu trop de déclarations, certains se sont même indignés face à cette libération des 4 terroristes. Serge l'a dit tantôt, ce n'est pas la première fois qu'au Mali on assiste à une telle pratique. Avec la libération de Pierre Kamat en 2010, 4 islamistes ont été libérés, dont 2 Algériens, un Burkinabé, un Mauritanien, en échange avec la libération de Pierre Kamat. Aujourd'hui également, on libère 4 terroristes en échange de la libération de Serge Lazarevic. Mais c'est vrai que les conditions dans lesquelles les terroristes ont été libérés, ça fait mal, parce que quelque part, il y a eu mort d'homme, et Agouan Dossen est considéré comme un assassin. Mais au-delà de tout ça, il faut avoir la tête froide, essayer de comprendre aussi le bien fondé de la décision du gouvernement.
Mais est-ce que le gouvernement n'a pas réagi sur pression de Paris? Non, je m'explique, je vais dans cette logique. Moi, par rapport à ça, moi, j'évoque ce qu'on appelle généralement la raison d'État. Et quand on évoque le principe de la raison d'État, c'est que le gouvernement a le droit de violer librement le droit. C'est ça la raison d'État. C'est le principe de violer le droit, de violer même la Constitution, au nom de l'intérêt public. Donc, si on réfléchit un peu, essayer de comprendre la décision du gouvernement, en évoquant la raison d'État, on peut bel et bien comprendre le bien fondé de cette décision, et cette décision qui a été demandée par la Grande France, la France qui a libéré le Mali, la France de François Hollande. Donc, j'ai dit encore une fois de plus. Ouais, rapidement, Chana. Je dis encore une fois de plus, sur la base de la raison d'État, cette libération peut être compréhensible, même si encore on déplore la manière dont ça s'est passé, parce qu'on n'a pas pu calmer, sinon informer un certain nombre de partenaires dans ce dossier. Ouais, Adam Thiam, on a vu que ces prisonniers, ces djihadistes étaient des prisonniers. Est-ce que là, il n'y a pas interférence de l'exécutif dans le judiciaire? Est-ce que les juges ont été contactés avant la libération de ces otages? Non, mais écoutez, moi je ne suis pas de ceux qui croient que les pouvoirs sont indépendants ici. Le judiciaire dépend de l'exécutif, quoi qu'on dise. Mais la question, à mon avis, n'est pas là. Il y a déjà une jurisprudence presque latine pour la libération des otages, tandis que les anglo-saxons, en général, ne le font pas. Les Américains qui meurent à longueur de journée, ça n'est pas parce qu'ils n'ont pas un État, ils ont l'État le plus puissant au monde, c'est parce que quand tu libères un djihadiste et tu paies des rançons, tu accrois les moyens de guerre des djihadistes et donc leur pouvoir de nuisance. Toute la question est de savoir si rançon a été payé. Et je ne crois pas que les djihadistes ont libéré Lazarevitch pour ses beaux yeux. Si rançon a été libéré, donc ceux qui seront en danger, c'est les troupes tchadiennes au nord, c'est les troupes onusiennes au nord, c'est les troupes maliennes, c'est les troupes françaises. Et donc faire tout ça pour un individu est moralement difficile à justifier, même si par ailleurs on peut dire effectivement que la France du 11 janvier, ne serait-ce que pour Damien Boiteux, il faut peut-être pouvoir fermer les yeux sur le principe de la libération des prisonniers contre celui de Lazarevitch. Mais je ne crois pas à l'histoire de la raison d'État, parce qu'il y avait un assassin dans cette affaire. Ce n'est pas n'importe... Personne, je ne crois pas que l'opinion s'insurge contre la libération des 4 ou 6 djihadistes. Je pense que c'est le cas de Wadossen qui a tué un garde pénitentiaire qui est le cas le plus frappant. Et puis l'autre chose, c'est simplement Lazarevitch. On ne sait pas, le 24 novembre 2011, ce qu'il cherchait en Hongrie, parce que ce n'était pas un géologue, contrairement à ce qui nous a été dit à l'époque. On avait même dit que c'était un consultant de la Banque mondiale. La Banque mondiale a dit qu'il n'a jamais connu ces gens, ni lui ni Philippe Verdon. Donc il est fort possible effectivement que ce soit vraiment soit des francs-tireurs, soit des barbouzes. On les a échangés contre des prisonniers djihadistes. Ça va accroître le pouvoir de nuisance du djihadisme, et ce n'est pas la mort médiatisée de Ahmed Al-Tilemsi qui peut couvrir ça, à mon avis. Oui, moi, je voudrais dire d'abord que contrairement à ce qui se dit là, les deux situations de libération d'otages ne sont pas comparables. Parce qu'on n'avait pas d'informations suffisantes sur ceux-là qui avaient été libérés en 2010. Et aujourd'hui, nous avons des preuves à l'appui comme quoi ceux qui sont libérés aujourd'hui sont des terroristes. Et ceux qui sont libérés aujourd'hui ont fait des crimes avérés sur Bamako, dans Bamako précisément. Tout ça pour dire que on n'avait pas d'informations, là nous avons des informations et nous avons des preuves à l'appui, donc les deux situations ne peuvent pas être comparées. Et autre chose, la raison d'État, c'est pour la défense de l'intérêt public. Et est-ce que en libérant des terroristes, est-ce que vous sauvegardez l'intérêt public ou est-ce que vous mettez les populations de façon générale en danger?
C'est ça la question qu'il faut répondre. Et en répondant à cette question, on se rend simplement compte que on est en train d'augmenter la capacité de nuisance des djihadistes, en leur faisant croire que chaque fois qu'ils auront la possibilité de kidnapper un Français, qu'ils pourront libérer 5, 6, voire 10 djihadistes. C'est ça la question aussi. Et lorsqu'on nous parle de redevabilité vis-à-vis de la France, mais moi je vous renvoie à la colonisation, je vous renvoie à tous ces milliers d'Africains qui sont morts aussi pour la France. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la France fait par rapport à tout ça? Donc, qu'on ne vienne pas nous dire que nous sommes redevables vis-à-vis d'eux. Aujourd'hui, avec la dimension internationale que le terrorisme est en train de prendre, que le terrorisme a d'ailleurs toujours pris, la France n'est pas à l'abri si le Mali devient un foyer de tension du djihadisme. Je veux pas vous interrompre. On ne peut pas faire fi du fait que le 11 janvier, ils étaient là, parce que s'ils n'étaient pas là, peut-être que vous auriez eu Wadosane comme ministre de la Communication à l'heure où on parle. Peut-être, tu l'as dit peut-être. Peut-être aussi qu'on aurait pu en deux mains nos courages et faire face à la situation et éviter cette intervention étrangère qui aujourd'hui est en train de vider le Mali, est en train de dépouiller le Mali de toute sa souveraineté, de toute sa crédibilité. Serge Daniel, est-ce que les États négociateurs à la France, le Mali et le Niger ont effectivement mesuré la capacité de nuisance des terroristes en acceptant de libérer Lazarevic en contre des djihadistes avérés? Les pays n'ont pas d'amis. Ces pays même sont directement menacés aussi. Bien sûr, mais les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Ce que le ministre de la Justice a dit est clair, c'est-à-dire que le Mali libère un terroriste, ça c'est pour la première fois, revenons là-dessus, que le Mali le reconnaît, pour pouvoir obtenir la libération d'un otage français. Pourquoi? Parce que la France a aidé le Mali, dans le nord du Mali, à un moment, à se libérer des djihadistes. Et donc c'est ça le problème. Vous vous souvenez, les Israéliens, il y avait un prisonnier israélien, Djelid il s'appelait, vous vous souvenez? Le jeune, là. On l'a libéré contre 1000 prisonniers. Contre 1000 prisonniers palestiniens. Un seul. Voilà. Moi, je ne dis pas que j'approuve ce qui s'est passé, mais je constate tout simplement qu'il y a des cas où la raison d'État prime surtout. Et pour terminer, je voulais dire à Étienne, parce que je connais un peu le sujet, moi j'ai interrogé Belkacem Zaoudi après sa libération. Il a été libéré, il a reconnu avoir été libéré. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas de preuves. Je dis qu'aujourd'hui, cette fois-ci, ça a fait du bruit et ça va peut-être continuer à faire du bruit un peu, pas pour longtemps, parce qu'on va passer à autre chose pour le moment, parce que Wadoussen a quand même assassiné un garde. Les Américains ne négocient pas la libération. Chacun sa doctrine. Non, mais et puis il y a même une convention internationale normalement contre le paiement des rançons et la libération des djihadistes parce que c'est clair pour tout le monde. Oui, c'est clair pour tout le monde. On l'a jamais reconnu. On l'a jamais reconnu. Mais c'est clair pour tout le monde. C'est clair pour tout le monde. Ça accroît le pouvoir de nuisance des djihadistes. Nous disons ça sur le plateau, c'est confortable. Nous ne sommes pas à Galok, ok? Nous ne sommes pas à Tarkint, etc. Mais ceux qui sont là-bas peuvent s'inquiéter aujourd'hui de l'arrivée de Wadosane et autres. Et c'est généralement ce qu'on cherche à éviter. L'autre chose, c'est simplement c'est de la contrepartie. Moi, je suis d'accord de fermer les yeux sur ça. Mais on a négocié avec les Iyad Agali et on a négocié avec eux à Tegargar. Ça veut dire que les Français savent que Iyad Agali est Tegargar. Ça veut dire que les Français savent que c'est Iyad Agali et les Abou Hamam qui sont les problèmes. Et je me dis, au moins, si tout le bruit qu'on fait sur cette affaire pouvait nous servir à nous débarrasser effectivement de la menace que constituent encore les Iyad, les Abou Hamam et les djihadistes au nord, ce serait bien. Ce serait bien pour le jeune Sofara qui a été tué par Wadosane que les troupes françaises, les troupes internationales prennent à bras le corps la lutte contre le terrorisme et ça passe par l'éradication d'Iyad Agali. Oui, moi je dis, on parle de rançon, c'est-à-dire que la France n'a jamais reconnu de façon officielle qu'il y a rançon. Mais elle n'avait pas reconnu non plus hier samedi, les prisonniers avaient été échangés. J'ai dit la France officielle. Je parle des autorités quand je parle de France. Je ne parle pas de la presse ou des individus. Cela dit, moi je veux réagir par rapport à Étienne qui compare les deux situations 2010 et 2014 en disant que ce ne sont pas les mêmes, qu'on n'avait pas d'informations sur 2010. Ce qui n'est pas exact. Peut-être il n'avait pas d'informations sur ce qui s'est passé en 2010. En 2010, nous savons bel et bien
que les 4 islamistes qui ont été libérés, ce sont des islamistes. Et à l'époque, l'Algérie et la Mauritanie réclamaient même ces prisonniers. Et l'Algérie et la Mauritanie ont même rappelé les ambassadeurs. Il y a eu une crise diplomatique avec le Mali. Ils ont rappelé les ambassadeurs parce que ATT a accepté de libérer ces terroristes-là. Donc on avait bel et bien des informations sur eux. C'était des islamistes, c'était des terroristes. Ils ont été libérés en échange avec la libération du père Kamal. Ce que tu ne dis pas malheureusement, ce qu'il ne dit pas malheureusement, c'est que les crimes qui étaient reprochés à ces djihadistes-là étaient dans la plupart des cas des crimes commis hors du Mali. Et c'est l'argument même que ATT avait défendu à l'époque. Le terrorisme, c'est international. Tu commets un crime en on a l'impression qu'aujourd'hui, il est normal de libérer des djihadistes, que la vie d'un Français vaut mieux que la vie de tout le peuple malien. On ne l'a pas dit, mais c'est un constat. On ne l'a pas dit. Et ça, c'est le constat qui découle. On ne l'a pas dit. Et l'impunité, vous nous dites qu'il faut aller vers un processus de paix. Le processus de paix ne peut être construit que si la justice fait son boulot, que si la réconciliation se fait. Cette réconciliation ne peut pas se faire sur ces bases-là, parce que des gens ont été victimes de ces terroristes-là. Le Mali tout entier a été victime de ces terroristes. Il faut que des comptes soient rendus. Et aujourd'hui, quand on écoute les gens, on reproche. Qu'est-ce qu'on ne reproche pas à l'armée malienne? Qu'est-ce qu'on ne reproche pas à l'armée malienne? Vous pensez que quelqu'un est à mesure aujourd'hui d'aller se faire tuer pour le Mali, et que demain, les personnes responsables de ces meurtres-là, ces mêmes personnes, tu les croises dans la rue, et les Serges vont les interroger, ils vont se... Non, il faut revenir à la question de la justice. Et si on veut régler définitivement la question de la lutte contre le terrorisme, il faut en finir avec ces libérations-là. Parce que tant qu'on continuera avec ces libérations, avec des rançons, on va leur permettre d'alimenter leur caisse, on va leur permettre de prendre confiance en eux et malheureusement de continuer à nous détruire. Adam Thiam. Je voulais juste mentionner que ce que j'avais trouvé d'assez troublant dans les propos du ministre de la Justice, c'est qu'il a dit que les poursuites ne sont pas abandonnées contre Wadessène. Si on le reprend, effectivement, il va répondre son acte. Donc, si c'est le cas, je me demande simplement pourquoi on l'a libéré. Pourquoi on prend le risque de le repoursuivre. J'ai dit, un constat s'impose. Un constat s'impose. Tant qu'on continue de prendre des otages au Mali, on va les libérer en échange de terroristes. Ça, c'est très clair. Nous sommes un pays faible. Nous n'avons pas les moyens de notre orgueil. Nous n'avons pas les moyens de notre fierté. Il est vrai. Tant qu'on prend des otages dans le Sahel du Mali et que le Mali détient des terroristes, même demain, le même acte va se produire avec Ibeka ou un autre président, tant que cette situation se présente. Parce que nous ne sommes pas un pays totalement souverain, indépendant. Nous n'avons pas les moyens de notre politique. Ça, c'est très clair. Non, même Etienne, tu es président, tu seras contraint de le faire. Mais Chana, il n'y a pas de... C'est pas un débat contradictoire entre toi, Etienne et vous. Voilà. Donc, il faut que... Mais cela ne maintenant, Chana, s'il te plaît, laissons Adam Thiam. Ce qu'on doit reconnaître dans ce que vous dites, c'est vrai... Nous sommes, Serge l'avait écrit dans son bouquin, le Mali est devenu un entrepôt d'otages à ciel ouvert. On prend les gens, on les amène ici, c'est ici que ça se négocie, et ça a tué le nord du Mali. C'est-à-dire que le nord soit devenu une zone grise sur une dizaine d'années, a tout tué, le tourisme, notre crédibilité, etc. Et c'est vrai que dans une certaine mesure, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on est en train de compenser les déficits du futur. Mais cela ne peut pas nous empêcher de déplorer quand même que parmi les gens libérés, il y avait un qui avait tué un garde dont le cas était différent des autres djihadistes libérés. Ça, on le dit. Et l'autre chose, c'est effectivement la question de la communication qui avait été assez mal agencée. Moi, je trouve honnêtement très courageux et très respectable ce que le ministre de la Justice a fait, parce que même le président français essaie de louvoyer sur cette question. Donc, à tel point qu'on se demande si le ministre de la Justice du Mali a parlé avec la base de sa hiérarchie. Mais les députés français ont quand même applaudi la libération de Serge Lazarevic. Oui. Vous avez encore, ce que je voulais dire, c'est que vous avez aujourd'hui encore 3 otages européens dans le Sahel, je crois au Mali, probablement dans la région de Kidal. Je pense que on peut s'attendre à des échanges. Je pense que si demain on demande au gouvernement malien
de libérer des terroristes, le gouvernement va quand même hésiter. Vous savez, la situation est assez complexe. Moi, je suis contre la libération de terroristes ou d'otages ou de terroristes pour obtenir la libération de... Mais je suis pas aux affaires. Je suis contre le paiement de rançon parce que je sais que la rançon alimente l'industrie de l'enlèvement, les caisses des islamistes. Mais ce sont les États qui décident. Hein. Oui, c'est-à-dire le Mali peut pas refuser. C'est la France qui ne doit pas demander. Oui, c'est pas qu'un pays comme le Mali peut refuser, c'est que le pays dont l'otage a été enlevé ne doit pas demander. Par exemple, si c'était un Américain qui était là, on n'aurait pas demandé aux Maliens de libérer des prisonniers djihadistes. Mais est-ce que le scénario à l'inverse aurait été possible entre le Mali et la France? C'est-à-dire que... Un otage malien enlevé en France, par exemple, par des terroristes, et qu'on demande à Paris de libérer. Voilà, il n'y a pas d'otage comme ça enlevé en France. Non, mais essayons de voir le scénario, est-ce qu'il est possible? Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où nous libérions, nous, nos otages, la France condamnait des otages qui étaient effectivement, qui ont participé au sabotage de l'aéroport de Tombouctou. Et donc, ça veut dire que là, ils appliquent le droit, la justice, dans toute sa sévérité. Même des pirates somaliens qui ont été jugés en France. Donc, absolument. Mais ce qui m'a frappé, je voulais ajouter quand même sur ce cas-là, on a vu une espèce de... c'est-à-dire la société civile, les partis politiques, tous ont parlé quand même d'une même voix, pour une fois, pour dire non, ce n'est pas normal, nous demandons des comptes, nous réclamons des comptes à l'État. Ça m'a frappé parce que ça n'a pas souvent été c'est à cause de Ouaddossen. C'est à cause de Ouaddossen. Ce n'est pas le principe de la libération des otages. Moi, je pense que c'est l'ensemble. C'est le principe. Il y a le principe. Non, mais si c'est le principe, c'est pas la première fois. Oui. Non, je l'ai dit, c'était pas dans les mêmes contextes. La réaction d'un parti politique, le PDS. Pour le parti, il faut que le gouvernement malien réponde de ces accusations, c'est-à-dire de cette libération de Serge Lazarevic. On écoute son chargé, son secrétaire général à la citoyenneté et aux droits de l'homme. En tant qu'homme politique, je m'interroge et j'ai des inquiétudes. J'ai des inquiétudes parce que vous avez au Mali un gouvernement qui clame à tout bout de champ qu'il est respectueux de la séparation des pouvoirs. Respectueux de la séparation des pouvoirs, donc sérieusement scrupuleux de la non-immixtion du judiciaire dans le législatif, de l'exécutif dans le judiciaire, ainsi de suite. Il se trouve malheureusement que voici des personnes qui sont mises en cause pour des crimes graves de terrorisme, voire même de génocide souvent, de meurtre, d'assassinat, qui, de but en blanc, se retrouvent à être mis en liberté. Nous attendons à ce que ce gouvernement s'explique au peuple du Mali, qu'on nous explique pourquoi, pour sauver la vie d'un Français, il faille passer l'éponge sur celle d'autres, sur celle de Maliens. Mais surtout, ce qui nous importe, nous, au niveau de notre parti, le Parti pour le développement économique et de la solidarité, c'est que le rétablissement de l'honneur du Mali ne soit pas un vain mot. Que ça ne soit pas quelque chose, comme on appelle, qu'on distribue, pour reprendre les expressions même de son auteur, comme des sentiments mièvres à l'encan. Non. Il faut que ce soit véritablement de la réalité. Il faudrait que les parents des personnes qui ont été assassinées par M. Ouaddossen, que ces gens sentent qui sont aujourd'hui orphelins, que ces parents sachent que leur république est leur père. Ouais, Serge Daniel, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple malien peut demander des comptes officiellement au gouvernement malien? Est-ce que les parlementaires, l'Assemblée nationale peut convoquer le gouvernement pour lui demander des comptes sur cette affaire? Ah oui, je pense. Je pense d'ailleurs qu'il y a des députés qui ont l'intention d'interpeller le gouvernement là-dessus. Mais le maître qui parlait tout à l'heure, je ne l'ai pas reconnu, Malik, avec son beau chapeau, il a parlé avant l'intervention du ministre de la Justice. Vous savez que ce dimanche, les surveillants de prison ont levé le mot d'ordre de grève parce qu'ils avaient menacé d'aller de mener une grève, d'organiser une grève à cause de cette libération-là. Je crois qu'ils ont rencontré le président de la République hier ou avant-hier. Est-ce que c'est parce qu'ils sont satisfaits ou est-ce que c'est parce que le président leur a promis d'ouvrir une enquête ou je ne sais quoi? Bon, peut-être que là, il faut chercher à savoir.
Ouais, moi je dis que oui, les députés peuvent bel et bien interpeller le gouvernement sur cette question, en question orale. N'importe quel député, un singleton, même le PDS qui vient de dénoncer, peut interpeller le gouvernement sur cette question. Et la logique voudrait, si vraiment c'est une déclaration du PDS, que le PDS interpelle le gouvernement en question orale. Et le bureau de l'Assemblée également peut inscrire cette question-là en question d'actualité. C'est possible au niveau de l'Assemblée nationale. Cela dit, personne n'a applaudi la libération de ces otages-là. Tout le monde sait que ce n'est pas une bonne chose. Mais, j'ai dit tout à l'heure, en essayant de comprendre le bien fondé de la décision du gouvernement, on peut évoquer la raison d'État. Mais le PDS, j'ai dit, est mal placé pour dénoncer cette situation-là. Parce qu'en 2010, les repères, c'est ATT. ATT a fait la même chose en 2010. En libérant Pierre Kamati, il a libéré 4 terroristes. Et le Mali a eu un incident diplomatique avec la Mauritanie et l'Algérie parce qu'il a libéré ces terroristes. Donc le PDS, me semble-t-il, est mal placé pour demander des comptes. Oui. Adam Thiam, est-ce que le fait que la France aujourd'hui n'a plus aucun État au Sahel peut amener les forces françaises dans le nord du Mali à plus d'offensives contre les djihadistes maintenant? Alors, s'ils font le type d'offensive que nous souhaitons tous, ça veut dire qu'ils n'ont aucun respect pour la vie de l'anglo-sud-africain, du néerlandais et du suédois qui sont entre les mains d'AQMI et qui ont droit à la liberté, qui sont des personnes respectables, tout comme Lazarevitch. Je ne crois pas qu'ils feront ça. Par contre, ce à quoi on peut assister, c'est peut-être la libération prochaine de ces 3. En tout cas, on a vu le Premier ministre néerlandais ici, et on avait vu sur une des vidéos l'otage néerlandais réclamait le secours de son gouvernement. Quand on voit ça, Serge Daniel connaît très bien, c'est peut-être des signes qu'on est en train de négocier. Mais je dois dire, après Chana, que franchement, je pense que notre honneur était que nous ne soyons pas un entrepôt d'otages. Je pense que notre honneur, c'était que le 24 novembre à Tombouctou, des aventuriers comme Philippe Verdon ou Lazarevitch ne viennent pas et soient enlevés. Je pense que notre honneur était que le lendemain, à Tombouctou, en plein centre de Tombouctou, on ne puisse pas enlever 4 otages. On en a même tué un, et que ces otages, par la suite, on l'apprend, aient été gardés dans la ville pendant des mois. Et il y a donc quelque chose que nous devons savoir. Et nous devons le savoir non même pas parce qu'il y a la France ou les États-Unis et autres, mais parce que le tourisme est mort dans ce pays et c'était 50 milliards par an de recettes. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Et l'argument que les djihadistes sont forts est vrai aujourd'hui, mais il ne l'était pas au début. C'est-à-dire, ils sont venus progressivement et tous les pays qui veulent se débarrasser des djihadistes le font au fur et à mesure qu'ils arrivent. Ils n'attendent pas qu'ils aient un pouvoir de nuisance tel qu'aucune armée, on le voit déjà en Afghanistan, où même l'OTAN a des problèmes pour mettre fin au djihadisme. Moi, je pense que ce n'est pas parce que... Si je peux parler... Non, je vous arrête la parole. Serge voilà. D'abord. Ce n'est pas parce que... Et vous allez attendre 2 minutes encore. Allez-y, Serge. 3 minutes. Alors, ce n'est pas parce que la France n'a plus d'otages dans le Sahel. Qui va taper fort, qu'elle va taper fort maintenant. Parce que pendant longtemps on a entendu des voix s'élever en disant que la France ne voulait pas de véritable offensive parce qu'elle a des otages. Ce n'est pas vrai parce qu'en 2013, lorsque la France était intervenue dans le nord du Mali, elle avait 5 otages encore. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir que les ravisseurs sont également otages de la situation. Parce que l'otage pour le ravisseur, c'est quelque chose de cher, de précieux, c'est comme de l'or qu'il va revendre pour pouvoir s'enrichir. Donc, si les ravisseurs tuent les otages, ils n'ont plus personne. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, ce n'est pas, à mon avis, lié. En revanche, pour revenir à ce que disait Adam tout à l'heure, et j'en aurais terminé, Étienne, c'est qu'il faut tout faire pour que le nord du Mali ne soit plus un entrepôt d'otages. Et pour que le nord du Mali ne soit plus un entrepôt d'otages, parce que ça veut dire quoi? Quand on enlève les otages au Niger, on les ramène dans le nord du Mali. Quand on les enlève en Algérie, on les ramène dans le nord du Mali. Il y a un couple d'Autrichiens à l'époque qui était enlevé en Tunisie, qui était ramené dans le nord du Mali. Ouais. Il faut dire tout simplement que les autorités maliennes disent tout simplement, au pays d'où sont originés les otages, nous ne négocions plus pour libérer les otages.
Si on dit ça, le Nord ne sera plus, à mon avis, un entrepôt d'otages. Mais c'est une décision politique qu'il faut Pourquoi prendre. ne pas chasser même les preneurs d'otages? Là, c'est difficile parce qu'on n'a pas les moyens de notre politique, ils sont cachés, où est-ce qu'ils sont, etc. Mais il faut arrêter de discuter pour négocier, pour pouvoir libérer les otages. Il faut que le Mali puisse dire, nous ne négocions plus. C'est parce que ici, c'est ici qu'il y a l'industrie du rapt. Oui, mais à partir du moment où la source arrive, s'il n'y a pas d'interlocuteur, le même environnement. Oui, mais s'il n'y a pas d'interlocuteur pour aller voir les djihadistes, qu'on passe par un notable ou qu'on passe par telle piste, etc., à un moment, les ravisseurs auront des problèmes. C'est-à-dire que les otages entre les mains des ravisseurs vont constituer plus un problème qu'une solution. C'est ce que je pense. C'est ce que moi je pense. Si je dois être un spectateur, je préfère rester à la maison et regarder le débat à la télé. Allez-y. Vous aurez tout le temps de regarder le débat à la télé. Donc, il faut arracher la parole comme tu l'as fait. La parole, ça répond d'arracher. Allez-y. Donc, vous avez la parole, allez-y. Pour répondre à la première question que vous avez posée, les députés ont aujourd'hui intérêt à plutôt arrêter de jouer au boxeur que de se consacrer à des questions comme ça. Parce que lorsque... Vous parlez de l'affaire de VDC beaucoup ? Bien sûr. Lorsque la question de l'unité nationale se pose, avec le budget qu'ils ont, aujourd'hui, ils ont tous les moyens, toutes les compétences nécessaires pour mettre à la barre le gouvernement face à des situations comme ça. Et malheureusement, ils passent à côté de leur boulot. Et nous, qui sommes la population, qui sommes de la société civile, on aime aujourd'hui entendre les versions, qu'on sente que les députés que nous avons mis pour nous défendre jouent leur partition pour que le peuple soit informé, pour que le peuple ait la bonne information. Maintenant, quant à la question de savoir si le Mali est aujourd'hui assez fort pour arrêter le fait que nous soyons un bastion des djihadistes, je dis qu'il faut simplement arrêter avec ce marchandage-là. Une fois que nous aurons tapé du poing sur la table, que le Mali soit occupé par les djihadistes, admettons-le, la France a été occupée, elle a pu s'en sortir, en se donnant justement les moyens. Et nous, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? C'est d'encourager justement ce marchandage d'otages, c'est d'encourager l'installation de djihadistes sur notre territoire. Et pour terminer, aujourd'hui, la question de nos soldats sur le front doit se poser. Parce que des coups comme ça portent un coup fatal au moral de nos soldats. Et tant qu'on n'arrêtera pas cela, tant qu'on ne dira pas que des djihadistes ne seront pas libérés contre des otages français, tant que cela ne s'arrêtera pas, nous allons continuer dans cette situation et le Mali ne sera jamais libéré tant qu'on est dans... Je peux continuer. Oui, moi je vous concède une minute. Sinon on va continuer. Allez-y. En fait, c'est ça. Moi je ne veux pas dire que la libération des otages et le paiement des rançons, c'est la seule raison pour laquelle, par exemple, nos armées peinent à ramener la situation au nord. Je crois qu'il y a des problèmes internes à l'armée elle-même. Il y a les difficultés liées à la nature de la guerre qu'ils doivent mener. Mais pour revenir sur la motivation également. Oui, non, tout à fait. Il y a un ensemble de facteurs qui font qu'effectivement. Mais je ne pense pas que c'est taper du poing sur la table, dire qu'on n'est pas négociateur, résout le problème. Parce que ce que nous avons installé ici, et c'est honteux de le dire, mais il faut le dire, c'est une véritable industrie du rap autonome. Une mafia. Où on peut enlever n'importe où, y compris en Tunisie, et venir négocier ici, parce qu'il y a les négociateurs, il y a les revendeurs, c'est ça, c'est ça. Et ça s'est passé, sous nos yeux sur un certain nombre d'années. Donc, ce n'est plus la peine de revenir sur ça, mais il y a une question, c'est celle de comment on se comporte par rapport aux djihadistes de Tegarkar. Est-ce qu'il faut négocier avec Iyad ou le Moujao, ou est-ce qu'il ne faut pas négocier? Parce que, en fait, ils représentent les forces réelles. Tous les trucs du MNLA, c'est rien. C'est le vrai pouvoir au nord, c'est les djihadistes et les troupes françaises et les troupes onusiennes. Le MNLA ne représente pas une force militaire impressionnante, c'est les djihadistes le problème. Alors, comment on peut dire donc qu'on ne négocie pas avec eux et on leur paye peut-être des rançons et on libère des prisonniers entre eux? Quel est le problème que nous avons
à négocier, par exemple, avec une force comme le Moujao, dont on sait d'ailleurs qu'il résulte, le Moujao résulte de plusieurs griefs locaux, dont les problèmes Imrad, Peul, etc. Et on sait que même les États-Unis, au fond, essaient de négocier chaque fois qu'ils peuvent avec les djihadistes. Si on ne peut pas négocier avec eux, alors qu'on nous débarrasse d'eux. Parce qu'ils ne peuvent pas dire aujourd'hui qu'ils ne savent pas où est Iyad. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne savent pas où est Abou Hammam. Et donc la question c'est... Un de ces éléments était même parmi les négociateurs pour la libération de Serge Lazare. En tout cas, quelqu'un que Serge Daniel connaît bien, pour en avoir parlé le premier, a dit effectivement qu'il était... Oui. Ouais. Moi je pense que Adam Thiam a posé vraiment le problème de fond. Rapidement, il nous reste 5 minutes. J'ai dit vraiment sur le problème de fond. C'est-à-dire que Mijiaou, Akmi, tout ça là, les terroristes là, par principe on dit qu'on ne négocie pas avec eux alors que c'est eux le problème. On négocie avec le MNLA, avec des groupuscules qui n'ont véritablement pas de force dans le Nord. Vraiment, je pense que le problème est alors mal posé. C'est vraiment sur le fond du problème. Voilà, deuxième et dernier sujet de ce débat. En Côte d'Ivoire, les partis politiques sont entrés dans une pré-campagne électorale pour la présidentielle de 2015, mais sans avoir défini les règles qui devront gouverner cette élection, ce qui rend l'atmosphère tendue dans le pays et les états-majors des partis affûtent leurs armes. Alors, Adam Thiam, depuis la sortie de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, deux forces politiques, le RDR et puis le FPI, ne se sont assises qu'une fois pour parler politique. Alors, est-ce que cette atmosphère-là peut faciliter la présidentielle de 2015? Oui, en tout cas, on voit que l'élection présidentielle approche. Mais ce n'est facile pour aucun des partis, y compris le RDR. On a vu par exemple ce qu'a donné la célébration du 20e anniversaire du RDR à Bouaké, totalement désaffecté. On voit que le FPI est en train de se diviser et puis revient surtout une sorte de repli tribal entre Gbagbo et Nguessan. Et on voit qu'au PDCI, Henri Konan Bédié, qui avait promis effectivement qu'il n'y aurait pas de candidat, ne réussira pas parce qu'il y a des ambitions exprimées à la fois chez Amara Essi et chez Charles Konan Bané. Oui, Serge Daniel. Oui, je pense que c'est normal, à la veille des élections, ça bouge. Je pense que tout est parti du soutien de Henri Konan Bédié, le soutien qu'il a apporté au nom de son parti au président Alassane Ouattara. Ça se joue en trois parties, le PDCI, le RDA et le FPI de M. Laurent Gbagbo. Mais je voulais parler rapidement du FPI de M. Laurent Gbagbo. Là aussi, il se trompe. C'est un peu comme M. Blégoudet. Il ne faut pas confondre tribune et tribunal. Il est à la haie parce qu'on lui reproche des faits. S'il pense que politiquement, à mon avis, je peux me tromper, politiquement, en prenant la tête de son parti, ça peut lui servir là-bas, moi je ne pense pas du tout. Mais comment étant à la peut se présenter à la présidentielle? C'est quand même paradoxal. Chanataki. Bon, c'est une escroquerie. Vraiment, moi je pense que c'est vraiment une escroquerie. À quelques encablures des élections, on voit que le principal parti de l'opposition a des difficultés. Et l'allié le plus sûr de la majorité également a des difficultés. Le FPI, qu'est-ce qui se passe? Le FPI, son congrès a été reporté, n'a pas pu tenir son congrès, je pense, jeudi dernier, parce que le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo, se bat avec d'autres pour que Laurent Gbagbo puisse être le président du parti en bousculant Efengesi, qui dirige le parti voici 11 ans. Comment est-ce que quelqu'un qui est en prison, loin de la Côte d'Ivoire, peut prétendre diriger un parti? Est-ce que juridiquement même, il peut être président de ce parti-là? Il a perdu, de mon point de vue, ses droits civiques et politiques. Parce qu'il ne peut pas voter. Il ne peut pas voter même s'il n'est pas condamné. Il n'a pas pour l'instant le droit de voter. Je pense que vraiment c'est une escroquerie politique que certains partisans de Laurent Gbagbo sont en train d'organiser pour vraiment évincer Efengesi de la présidence du parti. Ça, c'est côté opposition. Côté majorité. On va laisser la parole maintenant. Est-ce que cette situation ne va pas favoriser plutôt le RDR au pouvoir?
Moi, je crois Quand on sait que l'FPI menace aussi de quitter la commission électorale indépendante. Le défi aujourd'hui de la Côte d'Ivoire, c'est le défi de la réconciliation, c'est le défi de la justice. Et tant que les deux parties, le côté de Laurent Gbagbo et du président Alassane Ouattara, tant que la justice ne fera pas tout son travail, on ne pourra pas sortir de cette situation. Et le grand danger, contrairement à ce qu'il est en train d'avancer, moi je crois que... Chana, je crois qu'aujourd'hui, par solidarité, aujourd'hui on doit ce poste-là, même symbolique, à Laurent Gbagbo, pour montrer à l'opinion nationale et internationale que son parti le soutient et au-delà, des Ivoiriens le soutiennent. Et aux élections présidentielles, s'il arrive à passer, parce que jusqu'à preuve de contraire, il n'est pas condamné. Président d'honneur. Jusqu'à preuve de... Président d'honneur ou président, peu importe, même si c'est les textes qui doivent évoluer pour donner un ensemble de prérogatives à Afin Guessan et donner ce poste symbolique-là à Laurent Gbagbo, je crois qu'il le faut pour qu'il puisse défendre convenablement son dossier à la haie. Président par contumace. C'est une nécessité. Et si jamais il est élu par les Ivoiriens, il est élu par les Ivoiriens, il va être relâché. On parle de la politique, vous faites de la poésie. Fiction. Hein? C'est de la fiction. Merci d'avoir participé à ces débats du dimanche. Merci à vous également de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments à notre compagnie et à bientôt.